Bonjour à tous nos abonnés. C'est avec un grand plaisir que je vous accueille sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans une affaire criminelle intrigante qui s'est déroulée aux États-Unis en 2023. Mais avant de nous immerger dans les détails captivants de cette affaire, je vous invite chaleureusement à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo afin de propager notre passion commune pour le true crime. Sans plus tarder, embarquons ensemble dans les méandres de cette sombre affaire. Rebecca Bernadette Bliefnick avait 41 ans en 2023. Elle vivait dans une maison à Quincy, dans l'Illinois, aux États-Unis. Cette petite ville, située sur les rives du Mississippi, est typique de l'arrière-pays américain, avec une atmosphère paisible et une communauté locale amicale. Tout crime ici suscite une large réaction de la population, parfois même de l'horreur, comme dans cette histoire. La criminalité y est rare, et cet endroit est perçu comme sûr et idéal pour vivre et élever des enfants. Cependant, un massacre sanglant y a eu lieu le 23 février 2023. Rebecca était une infirmière divorcée et mère de 3 enfants. Elle vivait avec ses fils dans sa propre maison. Elle avait une sœur aînée nommée Sarah Rayleigh, qui vivait à New York avec son mari à cette époque. Pendant de nombreuses années, Rebecca s'est battue pour le bien-être de ses enfants, a travaillé dur et a consacré toutes ses forces à leur éducation. Son travail assez prestigieux l'aidait en cela. Cependant, même avec cela, elle devait travailler des heures supplémentaires pour subvenir aux besoins de ses enfants. Elle vivait seule avec ses enfants. Cela s'est produit après sa séparation avec son ex-mari Tim. À la fin de l'année 2022, elle a rencontré un nouveau petit ami. Il semblait que la situation s'améliorait. Initialement, le mariage avec Tim semblait parfait, mais après une série de changements dans leur vie, des problèmes sont apparus. Son mari s'est révélé être un homme assez contrôlant et cruel. Après un certain temps, ils ont été contraints de se séparer. À ce moment-là, le couple avait 3 enfants, ce qui a entraîné des désaccords inévitables concernant la garde, les pensions alimentaires et les finances. Le mari et la femme n'ont pas pu parvenir à un accord sur l'un de ces problèmes. L'infirmière de 41 ans a été retrouvée assassinée à son domicile le 23 février 2023. Son père, Bill Postel, était venu voir sa fille ce 23 février. La porte était ouverte. Lorsqu'il est entré, il l'a trouvée dans une salle de bain, à l'étage, avec 14 blessures par balle. L'homme a contacté les services d'urgence. Lorsque les policiers sont arrivés sur les lieux, ils ont analysé ce qui s'est passé et ont conclu que la victime n'était pas morte sur le coup. Au moment où les policiers sont arrivés au domicile de la victime, elle était morte depuis plusieurs heures. Mais aucune des blessures qu'elle avait subies n'était en réalité mortelle. Elle était restée longtemps allongée sur le sol, reprenant peut-être même périodiquement connaissance avant de retomber dans l'inconscience à cause de la douleur. La mère de 3 enfants est décédée des suites d'une perte de sang. Immédiatement sur les lieux du massacre, il a été possible de découvrir que l'agresseur avait tiré 15 fois. Une des balles avait raté Rebecca. La douleur de sa famille, en particulier sa sœur, qui a été immédiatement appelée par leur père, a été l'agonie de Rebecca. Sa famille a réalisé qu'elle était morte seule, sur le sol de sa propre maison, incapable de bouger à cause de ses blessures, et attendant simplement la mort parce qu'il n'y avait personne pour l'aider. Aucune trace de viol n'a été trouvée. Il n'y a pas eu non plus de lutte avec l'agresseur. Vu le degré de brutalité, l'agresseur connaissait peut-être sa victime et lui vouait une haine de longue date. Les circonstances suggéraient que le coupable se trouvait dans le voisinage immédiat de la victime. Cette personne la connaissait manifestement. Les proches décrivaient Rebecca comme une mère dévouée, une personne très forte et indépendante, qui s'efforçait jusqu'au dernier jour de créer les meilleures conditions de vie pour ses enfants. En même temps, elle était attachée à des valeurs traditionnelles, ce qui l'avait poussée à résister longtemps au divorce avec son ex-mari. Bien que leur relation s'était depuis longtemps détériorée, Rebecca avait essayé désespérément de sauver son mariage. Finalement, ils avaient quand même divorcé. À ce moment-là, les droits de garde des enfants étaient partagés entre la défunte et le père biologique des garçons. Au moment du meurtre, les enfants n'étaient pas à la maison. Ils étaient chez son ex-mari Tim, qui vivait à 1 kilomètre de Rebecca. À ce moment-là, les enfants avaient 5, 10 et 12 ans. En fait, c'est Tim qui est à l'origine de la découverte du corps de Rebecca. Peu de temps auparavant, il avait essayé de contacter son ex-femme,
mais celle-ci s'obstinait à ne pas répondre au téléphone. L'homme devait ramener les enfants dans l'après-midi, mais Rebecca s'était plainte de son état de santé et avait demandé à son ex-mari de garder les garçons encore une journée pour qu'elle se remette physiquement. À ce moment-là, elle était en convalescence après une opération chirurgicale. Son ex-mari, inquiet, a tenté de la contacter mais en vain. Il a alors contacté son père et lui a signalé que Rebecca ne répondait pas. Bill s'est inquiété et a décidé de rendre visite à sa fille, car lui non plus n'obtenait pas de réponse au téléphone. En découvrant le corps de Rebecca, le père a appelé la police. Les policiers travaillant sur place ont immédiatement remarqué comment l'intrus avait pu pénétrer dans la maison. Ils ont découvert que l'une des fenêtres de l'étage, dans les chambres des enfants, avait été forcée. Plus tard, pour prouver ces déductions, la police a reconstitué les événements afin d'expliquer comment cela avait pu se produire. Pour pénétrer dans la chambre, le meurtrier a renversé une chaise située dans la véranda, est ensuite monté sur le toit du rez-de-chaussée et a ensuite brisé la fenêtre à l'aide d'un pied de biche. Ensuite, il s'est faufilé jusqu'à la chambre de sa victime et à en juger par l'état de la porte, il l'avait violemment ouverte à coups de pied. La femme était prise au piège, mais elle a réussi à se rendre dans la salle de bain sans être blessée car il n'y avait pas de tache de sang dans le reste de la maison. C'est pourtant là que le tueur l'a atteinte. En examinant la scène du massacre, les enquêteurs de la police scientifique ont remarqué la sélectivité de l'assaillant. Il est passé par plusieurs autres pièces, mais s'est introduit dans la chambre des enfants alors qu'il n'y avait personne ce soir-là. Il connaissait probablement la disposition des pièces de la maison et voulait délibérément piéger la victime. Cela a confirmé l'hypothèse que l'agresseur connaissait bien les lieux, probablement aussi d'autres aspects de la vie de la victime, et qu'il la connaissait donc intimement. Les policiers ont supposé que l'agression avait eu lieu vers 1h du matin. À cette heure-là, Rebecca avait composé le numéro d'urgence de son téléphone portable, mais elle n'avait pas réussi à passer l'appel. Le téléphone lui avait été arraché des mains. Les policiers l'ont trouvé derrière la porte. Le tueur avait agi rapidement et clairement. Son objectif était clairement de tuer la femme, puisque rien n'avait été volé dans la maison. Immédiatement après le massacre, il est parti. Curieusement, les voisins n'ont rien entendu et n'ont vu aucun étranger. Heureusement, l'intrus a laissé lui-même des preuves. La police scientifique a trouvé une empreinte partielle de semelle de botte près de l'entrée de la maison. Il y avait également 8 douilles d'un pistolet 9 mm sur le sol. Les autres ont apparemment été emportés par l'auteur du crime. En outre, des fragments de plastique d'origine inconnue ont été trouvés près du corps de la victime. Il s'agissait vraisemblablement de morceaux d'un sac. La première chose que les policiers ont essayé de trouver était des témoins et des enregistrements vidéo pour identifier l'agresseur. Heureusement, les voisins de Rebecca avaient des caméras de surveillance installées sur la façade de leur maison. Elle était dirigée vers leur allée. Bien sûr, les voisins ont donné accès aux enregistrements. La caméra était activée par le mouvement et était équipée d'un capteur spécial. Elle s'était déclenchée la nuit du meurtre à 5h du matin et a capturé un individu suspect se dirigeant d'un pas assuré vers l'arrière de la maison de la victime. Exactement 48 minutes plus tard, il est sorti de la maison et s'est dirigé dans la direction opposée. Les voisins ont raconté un incident similaire qui s'était produit une semaine auparavant. Les policiers ont vérifié les enregistrements sur une période de temps plus longue et ont confirmé qu'une situation similaire s'était produite le jour de la Saint-Valentin. Une silhouette sombre similaire se promenait près de la maison de Rebecca cette nuit-là. Cette fois-là, les voisins avaient alerté Rebecca dès qu'ils avaient reçu une notification du capteur de la caméra de surveillance. Ils avaient envoyé un avertissement à Rebecca par message. Cependant, Rebecca n'avait répondu que le lendemain matin. Selon ses dires, elle n'avait vu personne, rien ne s'était passé, mais elle avait eu l'impression qu'il y avait quelqu'un qui parlait dans la cour arrière de la maison. Comme la menace était passée et qu'il n'y avait aucune preuve d'une intrusion dans la maison, ni Rebecca ni les voisins n'avaient contacté la police. Et c'était une erreur. Les voisins ont dit aux policiers que depuis cet incident, Rebecca se comportait de manière très étrange. Elle craignait tout, cela ressemblait à de la paranoïa. Aurait-elle pu pressentir qu'il lui arriverait quelque chose de mauvais? Après le premier incident, tout le monde pensait que c'était juste un vagabond qui errait dans le quartier. Cependant, il s'est avéré, lors du premier incident, Rebecca était avec son petit ami cette nuit-là dans la maison. Peut-être que c'était sa présence qui lui aurait sauvé la vie ce jour-là.
Apparemment, le criminel avait remarqué la présence de son petit ami et avait décidé de partir et revenir un autre jour pour attaquer. Ainsi, après avoir analysé ces informations, les policiers ont décidé de collecter encore plus de vidéos provenant des caméras de surveillance situées dans cette région. Cela devait permettre d'identifier le criminel et de suivre ses déplacements, peut-être même l'endroit. Sur plusieurs enregistrements provenant des maisons voisines, on a pu remarquer une personne suspecte qui se déplaçait à vélo en direction de la maison de Rebecca. Une grande partie du trajet n'a pas été capturée par la vidéo. Les policiers ont alors estimé que le criminel avait abandonné son moyen de transport, le vélo, à un moment donné et avait continué à pied. Malheureusement, toutes les vidéos étaient très granuleuses et difficiles à traiter. Les policiers ont conclu que la silhouette floue ressemblait à un homme qui a été ensuite repéré sur le chemin d'accès à la maison de Rebecca. Selon les enquêteurs, la preuve la plus évidente de l'implication de l'inconnu dans le meurtre était 2 courtes vidéos. Sur l'une, il s'est approché de l'arrière-cour de la maison par le chemin d'accès, et sur l'autre, il est reparti dans la même direction. Les vidéos avec le vélo semblaient également suspectes, car ce n'était pas la zone où les gens font habituellement du vélo tard le soir. Les échelles de temps de ces événements correspondaient parfaitement à l'heure présumée du meurtre de la femme. Plus aucune personne ni activité n'a été remarquée dans cette région, donc toutes ces entrées ont été liées ensemble. Malheureusement, la qualité de la vidéo n'a pas permis d'identifier le vélo du présumé meurtrier. La seule chose qui a pu être affirmée avec certitude, c'est que ses roues ne portaient pas de réflecteur, ce qui était assez rare. En réalité, on ne pouvait même pas voir le bas du conducteur du vélo, mais il semblait être un homme. La silhouette était assez imposante, mais pour des conclusions plus convaincantes, la police avait besoin de plus d'informations. Dans l'espoir de trouver un suspect parmi l'entourage proche de Rebecca, les enquêteurs ont parlé à sa sœur Sarah. Dès les premières minutes de la conversation, la femme a mentionné une seule personne. Selon elle, dans la vie de Rebecca, il n'y avait qu'un seul homme qui aurait pu tuer sa sœur. Il s'agissait de son ex-mari nommé Tim. Le couple s'était rencontré pendant leurs années d'études universitaires à l'université de Quincy, où la jeune femme étudiait la chimie et la biologie. Cependant, au début, leur relation n'avait pas fonctionné. Elle a commencé à se développer seulement 2 ans plus tard, après l'obtention de leur diplôme. Finalement, les jeunes amoureux se sont mariés et ont fondé une famille. Après l'université, avec distinction, Rebecca a trouvé un emploi en tant que pharmacienne, mais après être tombée enceinte, elle est devenue femme au foyer. Tim a pris en charge toutes les questions financières de la famille. Il n'avait aucun problème avec cela, car il avait réussi à faire carrière dans le domaine du traitement des déchets. Il soutenait pleinement la décision de sa femme de devenir femme au foyer, mais elle voulait continuer sa carrière une fois que les enfants seraient un peu plus grands. Les 5 premières années de mariage semblaient parfaites, mais ensuite des changements négatifs ont commencé à se produire. Le conjoint a commencé à montrer des traits de caractère de plus en plus durs. Il est passé d'un mari aimant à une personne très jalouse et contrôlante. Il ne faisait jamais aucun travail domestique, ne nettoyait même pas après lui, mais il exigeait de sa femme des normes de propreté et d'ordre de plus en plus élevés dans la maison, alors qu'elle devait également s'occuper de 3 enfants. Elle espérait recevoir du soutien et de l'aide à la maison. Elle était prête à prendre en charge une partie des questions financières après avoir trouvé un emploi. Néanmoins, Rebecca ne baissait pas les bras. Elle faisait de son mieux pour sauver son mariage malgré les difficultés. Elle espérait que cette période désagréable passerait. Après avoir inscrit leur 3e fils à la garderie, Rebecca a suivi des cours d'infirmière et a trouvé un emploi dans un centre médical où elle prévoyait de se développer dans ce domaine. Pour cela, elle prévoyait de perfectionner ses compétences. Pour faire face à la charge de travail accrue, elle voulait partager une partie des tâches ménagères avec son conjoint, avec qui elle en avait déjà discuté à plusieurs reprises. Mais celui-ci ignorait complètement les besoins de sa femme et de leur famille en termes de vie quotidienne. Le père ne passait pas son temps avec les enfants, n'aidait pas aux tâches ménagères. Selon Sarah, il n'avait même pas soutenu sa femme dans sa décision de travailler. Mais pour Rebecca, il était extrêmement important de s'épanouir et d'être financièrement indépendante de son mari. En raison des reproches mutuels accumulés et des problèmes, leur mariage se fissurait. Après 11 ans de vie conjugale,
Tim a demandé le divorce en 2021. Il prétendait qu'il passait constamment du temps avec les enfants, aidait sa femme, mais était confronté à des reproches incessants de sa part. L'homme a raconté que la relation s'était considérablement détériorée après que Rebecca ait décidé de travailler, après avoir obtenu une formation supplémentaire. Elle demandait plus de liberté et voulait lui donner une partie des tâches domestiques. Mais il résistait de plus en plus. Tout cela rendait l'atmosphère tendue. Sarah a déclaré que Tim mentait sur sa situation. Selon elle, il justifiait simplement son inaction de cette manière. En réalité, c'était seulement Rebecca qui faisait tout son possible pour sauver ce mariage. Son mari ne l'aidait en rien. Finalement, Tim a décidé de se séparer de sa femme parce que tout était devenu hors de contrôle. Après le début de la procédure de divorce, la femme voulait aller chez un conseiller conjugal avec son mari pour sauver leur mariage, afin que les enfants puissent vivre dans une famille unie. Rebecca était prête à fermer les yeux sur beaucoup de choses et à supporter l'inaction de son mari. Cependant, il a lui-même renoncé à toute tentative de poursuivre une telle vie de famille. Selon les documents, ils n'ont pu parvenir à un accord mutuellement avantageux sur aucun des problèmes. Cela concernait à la fois la garde des enfants, la maison familiale et l'argent. La situation devenait de plus en plus tendue. Quelques mois après avoir entamé la procédure de divorce, Tim a commencé à se comporter de manière provocante. Rebecca exprimait de plus en plus d'inquiétude, envoyant même des messages à ses amis et à sa famille sur la façon dont son ex-mari la menaçait et faisait usage de violences physiques contre elle. Il ne lui infligeait pas de blessures graves, mais son comportement devenait de plus en plus dur et franchissait toutes les limites. À cette époque, la femme pensait qu'il développait une sorte de trouble mental, car il devenait de plus en plus imprévisible. Ce comportement était atypique de Tim, c'est pourquoi Rebecca lui a proposé de se faire examiner dans une clinique, mais il a catégoriquement refusé. Au lieu d'écouter sa femme, il a commencé à répandre des rumeurs sales sur son épouse. Il l'a accusée d'infidélité, ce qui, selon Rebecca, s'est révélé être un mensonge. Si cela se produisait, au moins sa sœur connaîtrait la vérité. Cependant, Sarah était convaincue à 100% que Rebecca était fidèle dans leur mariage. Elle était très religieuse, attachée aux valeurs familiales traditionnelles et ne pourrait tout simplement pas agir de la sorte. À son tour, Rebecca était tellement en colère contre les paroles de son mari qu'elle a commencé à répandre des informations sur l'alcoolisme de Tim. C'était aussi un mensonge, mais selon Sarah, un tel comportement a été provoqué par le mari lui-même. Tim n'a pas non plus arrêté de mentir et a commencé à accuser sa femme de harcèlement. À titre d'exemple, il a mentionné l'un des incidents scandaleux que Rebecca avait provoqué lors d'une soirée parentale. Elle était tellement en colère que les anciens époux ont failli se battre. Quelques mois plus tard, Tim a demandé une ordonnance de protection. Cela s'est produit environ 1 an avant la mort de Rebecca. Selon Sarah, la situation ne faisait qu'empirer. Un jour, Rebecca a même écrit sur ses pages de médias sociaux que si quelque chose lui arrivait, il fallait d'abord vérifier Tim. Ces déclarations ont été faites à plusieurs reprises, en personne, lors de rencontres avec des amis et des proches. Plus les disputes sur le partage des biens et la garde des enfants duraient, plus Rebecca craignait pour sa santé et sa vie. Elle semblait prévoir sa propre mort. L'inquiétude de la future victime a encore augmenté lorsque, dans son hôpital, un incident désagréable s'est produit avec l'une des infirmières. Sa collègue a été tuée par son mari et Rebecca a vu dans leur histoire le reflet de sa relation avec son ex-mari. Son comportement à cette époque était devenu vraiment paranoïaque. Selon la sœur de la défunte, elle avait plusieurs fois recommandé à Rebecca de contacter une organisation luttant contre la violence domestique. Rebecca avait accepté ces mesures et avait déposé une demande de protection contre Tim. Elle a déclaré que l'homme entrait régulièrement chez elle sans autorisation et provoquait également des rencontres et des affrontements afin de pouvoir accuser son ex de violation de l'ordonnance de protection. Ainsi, il la mettait dans une position où il pouvait faire pratiquement tout ce qu'il voulait impunément. En raison de la situation controversée, Rebecca n'avait jamais émis d'ordonnance. Mais le juge avait recommandé aux anciens époux de rester éloignés l'un de l'autre. Le seul cas où ils pouvaient se croiser était pour la remise des enfants. De plus, le juge avait ordonné à Tim de rendre à sa femme un pistolet de calibre 9 mm,
qu'elle lui avait offert pendant leur vie commune. L'arme était enregistrée à son nom. C'est pourquoi Rebecca avait l'intention de récupérer légalement ses biens. L'homme était contre, car il était passionné par le tir sur cible. Cette partie de l'histoire, racontée par Sarah, a beaucoup intéressé les enquêteurs. Après tout, c'est avec cette arme que Rebecca avait été tuée. L'arme a pu être retrouvée et analysée. Comme il s'est avéré lors de l'expertise balistique, c'était l'arme qui avait été utilisée pour tuer Rebecca. Les 8 douilles trouvées autour du corps de Rebecca correspondaient aux 27 douilles retrouvées plus tard chez son ex-mari. Lorsque les policiers ont rapporté ces informations à Tim, celui-ci a nié avoir utilisé cette arme. Le suspect a affirmé qu'il avait remis cette arme à son ex-femme il y a 3 ans. Il ne savait pas ce qu'il était advenu de l'arme et pensait qu'elle avait pu être volée. Au moment du décès de la mère de 3 enfants, le divorce devait être prononcé dans 1 semaine. Tout cela donnait à l'ex-mari un bon motif de violence. Compte tenu de son comportement suspect, il aurait pu profiter de l'absence des enfants pour s'en prendre à leur mère. Cela expliquait également pourquoi l'auteur connaissait la disposition des pièces de la maison. Lors de la perquisition, un vélo bleu a été trouvé près de la maison de Tim. Il ressemblait à s'y méprendre au vélo filmé par plusieurs caméras de vidéosurveillance sans les réflecteurs sur les roues. Malheureusement, toutes les images capturées étaient de trop mauvaise qualité pour révéler la lumière du cadre. Les policiers ont emporté la trouvaille pour l'analyser en laboratoire. Parallèlement, des perquisitions ont été effectuées au domicile et dans la voiture du principal suspect. Le 13 mars 2023, 2 semaines après la mort de la mère de ses enfants, Tim, âgé de 40 ans, a été arrêté et accusé de meurtre. L'avocat spécialisé dans les divorces auquel il avait fait appel lors de son divorce a alors décidé de le défendre au tribunal. Après l'arrestation de Tim, la nouvelle de l'incident a fait la une des journaux locaux. Elle a été amplifiée par le fait que Tim était apparu avec ses proches dans une émission télévisée consacrée aux relations difficiles. Dans cette émission, il parlait de manière négative de son mariage et considérait les vœux prononcés devant l'autel comme la pire erreur de sa vie. L'épisode a été tourné en 2019, 2 ans avant que Tim ne demande le divorce. Rebecca avait déclaré à sa famille que son mari l'avait fait exprès pour l'embarrasser aux yeux du public. Après la mort de Rebecca, cet événement a été évoqué et les images ont commencé à être diffusées. En quelques jours, la situation est devenue une rumeur incroyable. Tout le monde discutait des enregistrements des caméras de surveillance qui montraient une silhouette sombre. Tim aurait-il pu se débarrasser de sa femme après tant d'années et surtout priver immédiatement 3 fils d'une mère aimante? Les habitants locaux avaient immédiatement remarqué son état et son apparence négligée. Certains pensaient que son apparence s'était détériorée également au fur et à mesure du déroulement du processus de divorce. Il avait l'air négligé. Plusieurs amis de Rebecca avaient également remarqué quelque chose de similaire à une manifestation de folie. Cela aurait pu être cette maladie dont la victime avait souvent parlé. La maladie s'était développée au cours des dernières années. De nombreux amis de la victime et membres de la famille accusaient Tim de comportements agressifs. Ces personnes le considéraient comme dangereux pour la société. L'avocat de Tim a réfuté ces allégations, affirmant qu'il n'y avait aucune raison de soupçonner que son client avait des troubles mentaux en raison de son apparence extérieure. L'avocat pensait que Tim avait l'air négligé à cause du comportement et de la mort de son ex-femme Rebecca. De plus, personne n'avait vu de bleu ou de traces de violence physique dont Rebecca parlait constamment. Il n'y avait aucune image de ce genre qui aurait pu dévoiler la tyrannie de Tim. Le parquet estimait que l'absence de bleu ne signifiait rien. Il est possible qu'ils aient été infligés dans des endroits invisibles et dissimulés par des vêtements. Il aurait pu éviter la violence physique, mais il s'était concentré sur la répression émotionnelle. Il avait perdu le contrôle sur sa femme et ne pouvait pas lui pardonner. Le parquet a insisté que Tim avait organisé une persécution qui était masquée par le mensonge. Tim lui-même n'a jamais admis sa culpabilité. Selon le principal suspect, il n'essayait pas de contrôler qui que ce soit. Il voulait simplement créer un espace de vie confortable pour sa famille. Malheureusement, après la naissance de leur 3e enfant, sa femme avait radicalement changé sa vision de la vie de famille et avait décidé de se concentrer sur le travail plutôt que sur la maison et les enfants, ce qui provoquait des disputes et avait conduit au divorce. Ses efforts de plusieurs années ont été ignorés. Tout cela a été fait de manière très dure.
précisément de la part de Rebecca. Le principal suspect a commencé à se référer à son alibi. Selon lui, il était à la maison avec les enfants la nuit du meurtre. Elle lui a dit qu'elle ne se sentait pas bien et lui a demandé de garder les garçons pour un autre jour. Cependant, le parquet a insisté sur le fait que le tueur utilisait simplement les enfants pour détourner l'attention du carnage qu'il avait commis dans la maison de son ex-femme. Il aurait très bien pu les mettre au lit et, pendant ce temps, se faufiler jusqu'à la maison de son ex-femme, la tuer et revenir sans que personne ne s'en aperçoive. L'avocat de Tim a insisté sur le fait que la police ne disposait pas d'une seule preuve directe contre l'accusé. La tactique de l'accusation semblait reposer entièrement sur des preuves circonstancielles. Les empreintes digitales de Tim ne se trouvaient pas sur l'arme qui a été saisie. Aucun vêtement ensanglanté ou autre objet incriminant n'a été trouvé sur lui. Même la paire de chaussures saisie pour analyse ne correspondait pas à l'empreinte relevée au domicile de la victime. De plus, tous les endroits de la maison où l'agresseur aurait pu laisser des traces d'ADN ont été soigneusement examinés. Rien de tel n'a été trouvé. Après la perquisition dans la maison et la voiture de Tim, la police a saisi un grand nombre d'objets suspects. Par exemple, des gants dont plusieurs paires ont été retrouvés dans le coffre. Cependant, aucun d'entre eux ne présentait de taches de sang, de résidus de poudre ou d'autres traces suspectes. La principale preuve de la police était une vidéo, mais elle était de trop mauvaise qualité pour pouvoir dire avec certitude qui avait été capturé par les caméras. L'avocat soutenait que Rebecca était victime d'un cambrioleur au hasard. D'autant plus que les voisins ont signalé une recrudescence des cambriolages. L'accusation comptait sur les résultats de l'expertise du vélo retrouvé, mais il n'y avait aucune trace d'ADN ou de trace de Tim dessus. Heureusement, une analyse approfondie de l'activité de l'homme sur Internet a permis de retrouver son faux compte sur les réseaux sociaux, enregistré au nom de John Smith. Peu de temps avant le meurtre de Rebecca, le même vélo bleu sans réflecteur a été acheté via ce compte. Il était peu probable que ce soit une coïncidence. La défense soutenait qu'il était impossible de lier définitivement l'accusé au vélo. Cela aurait pu être une simple coïncidence. En plus de la similitude extérieure des vélos, il était impossible d'identifier son propriétaire exact. Après l'arrestation de Tim, il a été emprisonné sans droit à la libération sous caution. Cependant, cela lui a donné la possibilité de demander un procès rapide. Il a exercé ce droit, ce qui signifiait que le parquet devait examiner l'affaire et former sa propre tactique dans un délai de 80 jours à compter de l'arrestation. Le temps était catastrophiquement court. Le parquet était confronté à la réalité de l'absence de preuves irréfutables. En réalité, les enquêteurs considéraient le nouveau petit ami de Rebecca, nommé Ted, comme un suspect. Mais il n'y avait aucune preuve contre lui. Ils venaient de commencer leur relation, le couple n'avait pas de conflit, et donc pas de motif de meurtre. De plus, Ted avait un alibi solide. Il a donc rapidement été écarté de la liste des suspects. Le 23 mai 2023, le procès a commencé. L'accusation n'a pas perdu de temps et s'est concentrée sur l'examen des morceaux de plastique que les enquêteurs avaient découverts près du corps. À l'origine, on pensait qu'ils provenaient d'un sac. L'analyse a permis de découvrir que les morceaux ressemblaient à un sac provenant du supermarché Aldi. De nombreux sacs similaires ont été trouvés dans la maison du suspect. La police soupçonnait qu'il les utilisait et tirait à travers le sac pour atténuer le son et récupérer les douilles. L'avocat soutenait que de nombreux habitants de la ville utilisaient également ces sacs. Après tout, le magasin était très populaire, donc cela ne constituait pas non plus une preuve fiable de l'implication de Tim dans le meurtre. Néanmoins, le parquet a affirmé que l'ADN de l'accusé avait été trouvé sur ces fragments de sac. De plus, un pied de biche a été trouvé dans la maison du suspect. Après une analyse comparative, il a été constaté que cet outil laissait des marques identiques à celles trouvées sur la fenêtre par laquelle l'auteur était entré. Cependant, selon la défense, ces affirmations semblaient également indirectes et peu convaincantes. Ensuite, l'accusation s'est concentrée sur le mobile. Le procureur a affirmé que le moment du meurtre n'était pas choisi au hasard. Rebecca avait l'intention de contester les droits de garde en justice. Elle estimait que le père ne devait pas voir ses fils sans surveillance. Pour appuyer sa démarche, elle avait rassemblé plusieurs témoins prêts à témoigner contre Tim.
Les témoins de Rebecca savaient que Tim avait une longue histoire de comportement pervers et cruel envers des mineurs, même avant leur mariage. Cependant, l'avocat de Tim a affirmé qu'il n'y avait eu aucune déclaration ni poursuite pénale, ce qui signifiait que cette histoire aurait pu être une autre invention de Rebecca. L'accusation a essayé de s'accrocher à chaque détail, même le plus insignifiant selon elle. Le jour du meurtre, quelques heures avant le crime, Tim avait apporté un panier de basket pour enfants dans sa maison et avait commencé à l'installer. L'accusation considérait cela comme une preuve évidente que Tim avait l'intention de se débarrasser de sa femme. Il commençait déjà à aménager l'endroit pour ses fils car il était convaincu qu'il n'aurait plus à les emmener chez leur mère. Les résultats de l'analyse des historiques de navigation de l'accusé ont été le coup le plus fort porté par l'accusation. Peu de temps avant le crime, il avait effectué des recherches directement liées au crime. L'accusé s'intéressait à la façon d'ouvrir une porte avec un pied de biche, d'étouffer le son d'un coup de feu et de nettoyer les traces de gaz de poudre sur ses mains. Une preuve encore plus évidente de l'implication était la recherche d'informations sur la plaque d'immatriculation de la voiture qui était garée près de la maison de Rebecca une semaine avant l'attaque. C'est à ce moment-là que quelqu'un avait été filmé pour la première fois en train de pénétrer dans la propriété de Rebecca. Cette nuit-là, le nouveau petit ami de Rebecca était en visite. Il était venu en voiture. Apparemment, parfois avec prudence, Tim cherchait des informations sur la voiture pour découvrir l'identité de l'inconnu. Après 6 jours de procès, les jurés se sont retirés pour délibérer. Cela a pris plus de 4 heures, après quoi Tim a été reconnu coupable de meurtre au premier degré et d'intrusion dans une habitation. Il a finalement été condamné à 3 peines de réclusion à perpétuité, 2 pour meurtre et 1 pour intrusion dans une habitation. L'homme n'aura pas la possibilité de bénéficier d'une libération conditionnelle. Malgré la victoire de la justice, les 3 enfants ont perdu leurs 2 parents. Depuis son arrestation, Tim a été interdit de contacter ses enfants. Ses enfants ont été confiés à la famille de la victime. Pour les soutenir et honorer la mémoire de Rebecca, ils ont créé un fonds de soutien spécial qui aide les victimes de violences domestiques. Ok, cher ami, merci de nous avoir suivis dans cette exploration poignante. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt pour une nouvelle affaire criminelle.